On va vivre une web rencontre avec Teddy Riner. Mais avant de débuter cette web rencontre, nous allons retrouver dans quelques instants Monsieur Jean-Yves Carrier, directeur général du Crédit Agricole des Dividendes et qui représente la Bretagne. Oui, bonjour Thierry, bonjour Bonjour à Yves. toutes et à tous. Alors c'est un très grand plaisir, bien sûr, que je vous accueille au nom du Crédit Agricole en Bretagne pour cette web rencontre exceptionnelle, comme vous l'indiquez. Qu'un grand plaisir aussi et un grand honneur que j'accueille Teddy Riner, donc il nous fait le plaisir d'être parmi nous dans une période bien chargée pour lui, puisque nous sommes à moins de 100 jours d'un rendez-vous tout aussi exceptionnel que sont les JO. Alors, le Crédit Agricole en Bretagne, qui fédère les quatre caisses, est bien sûr très attaché au monde associatif et au sport. Et nous sommes particulièrement en ce moment où ce monde traverse une période un peu délicate, hein, avec cette désorganisation qui est liée à la pandémie. Donc nous sommes encore plus proches d'eux. Et puis nous sommes aussi attachés donc, aux valeurs que porte le sport, donc aux valeurs d'engagement, aux valeurs de convivialité. Et nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour cette émission sport, ou cette web conférence sport comme école de la vie, parce que nous sommes conscients bien sûr des bienfaits du sport au quotidien, mais nous sommes encore plus conscients que le sport, c'est un vrai vecteur de lien social. On constate dans la période actuelle où on manque un peu de sport, et donc de fait de lien social, c'est un vrai moteur du vivre ensemble. Et une activité qui nous permet de nous construire et de nous épanouir, euh, avec des valeurs qui se construisent avec le sport, qui nous servent toute notre vie. Et quel meilleur intervenant, ou quel meilleur témoin que Teddy Riner, hein, qui est judoka de renommée internationale, pour faire partager sa vision du sport comme école de la vie. Donc, nous sommes très, très heureux de vivre ce moment avec lui. Merci beaucoup Jean-Yves et heureux de vous avoir parmi toute l'équipe organisatrice avec le Crédit Agricole Bretagne et en particulier vous qui représentez la caisse d'Ille-et-Vilaine. Alors c'est vrai, on en parle, Teddy va être avec nous pour cette rencontre sur un terrain sportif qui n'est peut-être pas le terrain habituel, il est plutôt habitué quand même à nos tatamis, mais en tout cas à chaque épisode que Teddy intervient, on arrive et on émerge complètement dans un univers incroyable, qu'on soit sportif, qu'on soit artiste, homme ou femme de médias. On va le voir, on va l'écouter sous un autre angle. C'est une surprise, c'est une complicité et c'est peut-être un moment aussi de fou rire peut-être avec Teddy. On va faire un petit clin d'œil rapidement. Teddy, est-ce que tu nous entends bien? Tout va bien? Ouais, je vous entends bien et vous? Ça va super, on est ravis. Elle est pas mal la chemise, hein, elle a changé par rapport à tout à l'heure. Hein. Il faut, non? C'est Ah oui, important. il faut. Ah, le Guadeloupéen judoka est avec nous. Voilà, la catégorie des 100 kilos, bah, il le connaît vraiment particulièrement bien. Il est le détenteur de ce record des 10 titres de champion du monde. Ce champion aussi olympique à la fois dans les terres, c'était à Londres en 2012, puis au Brésil en 2016 à Rio de Janeiro. Il avait aussi la médaille de bronze à Pékin, c'était en 2008. Le quintuple champion d'Europe est avec nous. Mais au-delà de ça, c'est un homme extraordinaire que nous avons la chance d'accueillir ici. Ça va, tout va bien? Le papa, ça se passe bien avec Eden, avec Isis? Tout va bien? Oui, ça va, super, hein. Il y a le papa qui fait du judo et puis il y a aussi le papa qui a son rôle de papa, d'éducation, d'emmener ses enfants comme il se doit vers leur objectif, grandir tranquillement et sereinement. Alors justement, on sait que Teddy, on ne va pas aller plus parce que je pourrais passer 3 heures à donner tout ce magnifique palmarès, mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu comment ton histoire a vraiment débuté dans le sport. On sait que tu es resté les premières années dans cette magnifique île aux Abîmes en Guadeloupe, mais tu es parti très vite après en métropole. Je suis pas resté très longtemps, je suis juste né en Guadeloupe le temps des vacances de mes parents. Et derrière, voilà, mes parents habitaient déjà en France, donc du coup, bah, je suis remonté. Puis c'est là que j'ai commencé à grandir, peut-être un petit peu trop vite. À l'âge de 5 6 ans, j'ai commencé à faire du judo, mais pas que. J'ai fait pas mal d'autres sports. J'ai fait du foot, du basket, j'ai fait du tennis, du squash, du modern jazz, de l'escalade, de la natation, du golf. Et vers mes 11 12 ans, j'ai arrêté un petit peu tous ces sports et je me suis consacré vraiment qu'au judo et au foot. Et vers l'âge de 13 ans, on m'a proposé d'intégrer euh, le haut niveau au judo et les détections au foot.
Alors, mon choix, il a été très vite fait parce que au foot, ça nous arrivait de perdre, puisque c'est un sport d'équipe. Et au judo, j'avais que des victoires parce que bah, c'est un sport individuel et que j'aimais pas ça. Jusqu'à maintenant, je n'aime toujours pas perdre, mais j'ai préféré très tôt être maître de mon destin. C'est pour ça que j'ai choisi le judo et je crois que lorsque je regarde mon palmarès et le chemin que j'ai parcouru, voilà, je pense que j'ai pas fait un mauvais choix. Quand tu fais un gabarit à 2,04 m, d'ailleurs, je suis content qu'on est à distance parce que je vais me sentir tout petit à côté de toi avec le nombre de kilos. Forcément, le foot, est-ce que ça aurait pu être compatible? C'était possible avec ton gabarit quand même? Là, l'année où il me proposait les détections, j'étais meilleur buteur de mon équipe en étant défenseur. Donc les coups francs, c'est moi qui les faisais et surtout, je montais sur tous les corners. Ah, c'était systématique. Ah ouais, systématique. Et puis, non, par rapport à ma taille et mon poids, de ce qu'on me dit et que mes préparateurs physiques m'ont toujours dit, c'est que je suis quand même très rapide. Donc c'était un point fort et c'était une qualité qui était déjà là très tôt. Et dans ta famille, est-ce que on avait effectivement un entourage qui pourrait, alors tu nous as cité énormément de disciplines sportives, est-ce que tu avais déjà des affinités avec le judo quand même naturellement, liées à ta famille? Non, non, du tout. Je crois que je suis le premier dans ma famille à avoir fait du judo. Je crois que ça a été la chance, je crois, d'être tombé sur un bon professeur qui m'a fait aimer ce sport, qui m'a donné les bonnes dispositions pour pouvoir bien le pratiquer. Et du coup, bah, c'est une histoire d'amour. Après, ça m'a pas quitté. Je crois que jusqu'à maintenant, le sport, le judo, ça fait partie de ma vie. Alors, d'après toi, quels sont les atouts de pratiquer cette discipline sportive? Alors, tu nous en as déjà donné quelques informations en parlant effectivement que tu gagnes, c'est grâce à toi, tu perds, c'est aussi à cause de toi. Ouais, non, mais c'est pas ça le sport. Il n'y a pas de, que ce soit judo ou dans d'autres sports, c'est d'abord aimer le sport qu'on pratique. C'est d'avoir un bon professeur pour nous apprendre les bases. Et puis derrière, c'est l'envie, de prendre du plaisir, l'envie de se dépasser pour atteindre des sommets. Et voilà, il n'y a pas de secret pour être un grand sportif de niveau. Après, bien sûr, le mental fait partie des bons ingrédients, la capacité à se dépasser, l'hygiène de vie, euh, c'est un tout. On ne devient pas sportif comme ça parce qu'on l'a décidé. C'est vraiment plein d'ingrédients qui font que on pourra être un bon sportif. Est-ce qu'on peut imaginer que si tu avais tous ces ingrédients, il y avait eu un ingrédient qui aurait été de travers, tu n'aurais pas fait cette si belle carrière? Je m'exprime. Si par exemple tu as des produits culinaires que tu apprécies bien ou tu aimes bien avoir, je dirais, des temps de repos en dehors du cadre de l'entraînement, est-ce que ça t'aurait perturbé quand même sur ta carrière? Bah, bien sûr, si on n'a pas cette hygiène de vie, comme je l'ai répété tout à l'heure, ça ne peut pas fonctionner. Si demain je me repose pas correctement et je fais toujours la fête, ça peut pas fonctionner. Si je mange des Big Mac et des KFC ou des Burger King tous les jours, ça peut pas fonctionner. Être sportif de haut niveau, c'est être, comme le mot haut niveau l'indique, c'est à tous les niveaux très haut. Très bon mentalement, très bon physiquement, très bon dans son sport, très bon dans son hygiène de vie, très bon partout. Voilà. Faut pas être bon Et que dans une seule matière. C'est pas possible. C'est une équivalence à un niveau qui fait qu'on est un très bon sportif de haut niveau. on sait que le Crédit Agricole qui soutient et qui considère effectivement le sport comme une véritable école de la vie, selon toi, en quoi le sport est-il un moyen aussi d'inculquer des valeurs? Alors, tu nous as cité plusieurs sports. Est-ce qu'on retrouve les mêmes valeurs sur chaque discipline sportive? Déjà, ça, c'est ma première question. Et après, les valeurs que toi, que tu as vis-à-vis notamment de ta discipline sportive de prédilection, qui est le judo. Le sport, d'une manière générale, c'est, je vais reprendre ce slogan, c'est l'école de la vie, c'est vrai. Socialement, la santé, l'éducation. Normalement, nos parents nous inculquent pas mal de valeurs, pas mal de choses, qui sont le respect, le courage, parfois dans certaines familles la modestie, le contrôle de soi. Mais le sport, une des valeurs fondamentales que le sport vous oblige, c'est le respect. Respecter son partenaire d'entraînement. Respecter son partenaire d'entraînement. Respecter son entraîneur. Respecter l'environnement dans lequel on évolue. Moi, quand j'ai commencé le sport,
une chose qui m'a frappé, ça a été apprendre à vivre en communauté. Parce que du jour au lendemain, à l'âge de 13 ans, on sort de son chez-soi, de son petit cocon familial, de toutes les petites habitudes qu'on a, et on apprend à vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. Si je regarde depuis mes 13 ans, je crois que j'ai vécu plus de temps avec mes entraîneurs que ma famille au complet. J'ai appris à connaître des gens que je ne connaissais pas. J'ai appris à naviguer avec des gens que je ne connaissais pas. J'ai appris à me faire respecter, mais j'ai aussi appris à respecter. J'ai appris à respecter mon camarade de chambre, son espace vital. Tout ça, c'est des choses que j'ai appris dans le sport. J'ai appris à me dépasser, pas seulement moi, mais à me dépasser pour mon équipe, à me dépasser à me dépasser pour moi-même. J'ai appris à me contrôler quand c'est difficile, quand on a envie de s'énerver, quand le camarade de chambre fait un petit peu de bruit. Et j'ai appris à être modeste parce que quand on gagne, il faut aussi respecter son partenaire, celui qui a perdu. Donc c'est plein de choses que j'ai appris dans le sport. Je peux vous en dire encore pendant un laps de temps, hein. Tellement le sport, c'est une école de vie pour soi, pour son futur. Moi, le sport m'a construit. Si je suis devenu cet homme, au départ de ma jeunesse, c'est parce que j'ai reçu une éducation de mes parents. Mais très vite, à partir de 13 ans, ce qui m'a fait grandir, passer les étapes, comprendre certaines choses, me prendre en main, devenir l'homme que je suis, c'est le sport. On a le fait de gagner des médailles, tu vois, on parle de cette longévité en 2007 à Rio de Janeiro pour ta première, et puis ça s'enchaîne à Rotterdam, à Tokyo, on enchaîne Paris, Budapest. Tu dis, je suis content de retrouver effectivement ma famille parce que j'ai l'impression que toutes ces années, j'ai passé plus de temps avec mes entraîneurs, mon staff. Tu es papa de deux magnifiques enfants de 2014-2018. Est-ce que tu n'as pas un petit peu peur, justement? Est-ce que tu as eu un manque? Voilà, est-ce que tu as eu un manque pendant ton enfance? Est-ce que tu n'as pas peur aussi de ne pas reproduire la même chose avec l'éducation de tes enfants, par exemple, au quotidien? Un manque par rapport à. Le fait que, si, admettons, un de tes enfants souhaite faire une même carrière que toi, est-ce que toi, C'est tu son seras prêt à choix. leur dire C'est son choix, ce sera son choix. J'ai une chose que je me souviens et que j'ai pu voir, des parents qui poussent leurs enfants à faire une carrière ou à être un champion dans le sport. Et l'exemple que moi j'ai reçu de mes parents. Moi, tous les sports que j'ai fait, c'est parce que je le voulais. Mes choix de carrière, mes choix de sport, à aucun moment mes parents n'ont interféré. Ils m'ont toujours laissé le choix. Et la chose que mes parents me répétaient avant chaque grosse compétition, qu'elle soit importante ou pas, c'est fais-toi plaisir. Donc, la chose que je peux dire, c'est avant tout, c'est de se faire plaisir. C'est de euh, faire ses choix pour soi. Mes enfants, demain, lorsqu'ils me diront je veux faire ça, je leur dis très bien, pas de problème. Si ça te fait plaisir et si tu as envie, fais-le. Derrière, si tu veux faire une carrière et que tu me poses des questions, je te répondrai. Mon fils, j'ai essayé de le mettre loin du judo. Je l'ai mis dans le karaté, je l'ai mis dans le basket, dans la natation. Et il y a peu de temps, ce petit garnement m'a dit pourquoi tu veux pas que je fasse du judo? Je lui ai dit c'est mieux pour toi que tu fasses un autre sport pour grandir tranquillement, pour pas qu'on t'embête à cause de moi. Et il me dit non, c'est parce que tu as peur que je batte tes records. J'ai regardé mon fils et j'ai regardé ma femme, j'ai dit ok, très bien, tu l'as cherché, vas-y, bonne chance mon fils. il a déjà un bon gabarit parce c'est Eden, hein, il est de Ouais, c'est ça. 2014. Ouais, il est Il a très un bon grand. gabarit déjà? Il s'habille en 14-15 ans. Pour un enfant de 7 ans, ouais. Oui, c'est plutôt pas mal. Il est dans les tracés de son papa. Mais d'ailleurs, comment ça peut se vivre? Parce que tu vois, tu parlais, tu l'écartes un petit peu de ce cercle judo, un peu à l'image qu'on pourrait donner, tu sais, d'un Yannick Noah avec son papa footballeur professionnel et son fils qui est basketteur. On peut penser aussi qu'il y a une part de génétique quand même dans le sportif de haut niveau à terme, pas que le mental, mais aussi le physique. Le physique, c'est une chose. Mais je connais pas mal de grands qui ont un physique hors norme, mais qui ne savent pas utiliser. Donc, oui, au départ, il y a de la génétique. Mais si cette génétique, tu ne sais pas l'utiliser ou tu ne sais pas te déplacer dans ton corps, ça sert à rien. Combien de lourds ou grandes personnes je connais qui ne savent pas utiliser leur corps? Donc,
Je dirais pas que c'est que la génétique, je dirais pas que c'est que le physique, je dirais que c'est un tout. C'est comment se servir de son cerveau, comment servir de son physique et comment reproduire tout ça et combiner les deux. Et quand tu arrives à faire cette combinaison, aujourd'hui, alors il te chambre, mais c'est sympa, mais le papa que tu es et la maman qui accompagne au quotidien ces sportifs en herbe et ta carrière, est-ce que vous le vivez bien? Est-ce que, par exemple, il va te dire, ah bah papa, tu vas partir à tel endroit, tu vas me manquer. C'est pas pareil que quand tu avais 13 ans, là, c'est différent quand même. Bien sûr, c'est normal, ça fait partie du jeu aussi. On ne réussit pas une carrière sans casser des œufs, hein. Forcément, il y a des pour et des contre, hein. Le bon côté, c'est que papa, il a la chance d'avoir une famille qui comprend et qui l'accompagne. Mais la contrepartie, c'est que je vois un peu moins mes enfants. C'est qu'il y a un manque de ce côté-là, bien sûr. Qu'on essaye tous ensemble de pallier. Attention. Mais en tout cas, moi, mes enfants, je fais vraiment très attention à ce qu'ils ne ressentent pas le manque, mon absence. Et dès que je peux, je les emmène, bien sûr. Ouais. On a dans le développement du sport, ces valeurs, c'est ce qu'on disait, des bienfaits aussi, ces pratiques qu'on a alternatives, notamment dans le contexte actuel. Alors, selon toi, qu'est-ce on va attendre du sport aujourd'hui et de son avenir? Puisque là, on est clairement depuis mars 2020 en grande situation. À la fois, alors, je vais te donner un complément, ta vision sur le sport amateur et aussi le sport professionnel. Voilà, deux visions différentes peut-être. Le sport professionnel, on est d'accord, qu'il y ait Covid ou pas Covid, ça continuera. Ils nous le montrent chaque jour. Et ils ne sont pas plus impactés que ça. Pourquoi? Parce que le sport professionnel, c'est juste une question de chiffres. Et les chiffres font que tel il y a une attractivité, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Les gens sont toujours intéressés, se connectent, trouvent un moyen pour vivre leur passion autrement. Le sport amateur, ça devient très compliqué et c'est là où il va y avoir un enjeu majeur pour nous. C'est que les clubs fermés, c'est très, très, très compliqué puisque les licenciés, c'est ce qui fait vivre un club. C'est ce qui fait vivre le milieu amateur. Du coup, ça impacte le haut niveau puisque quand les clubs ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, et du coup, il y a moins de masse salariale pour les sportifs de haut niveau. Et donc, du coup, pas mal se retrouvent le bec dans l'eau, ne peuvent plus, comment dire, vivre de leur passion. Ça devient compliqué. Maintenant, je pense que tout le sport amateur et le sport professionnel va se réinventer à cause de cette pandémie, parce qu'il le faut, parce que les gens ont besoin de sport, parce que les gens ont besoin de bouger, parce que c'est bon pour la santé, parce que socialement, c'est important pour pas mal de jeunes de pouvoir s'épanouir dans un sport. Ça les occupe, ça leur permet de voir autre chose, de grandir autrement. Donc, voilà, moi j'ai déjà entendu pas mal de choses qui sont en train de se programmer. Après, il faut voir si ça va voir le jour. Et on est dans un grand changement, ouais. Alors, comme tu sais, on est dans une web rencontre. On va enchaîner encore. Allez, je vais te poser encore trois, quatre questions. Mais l'idée, c'est aussi de faire vivre cette web rencontre. Il y a a priori plus de 500 personnes qui vont se connecter ou qui sont déjà connectées avec nous. Donc, ils peuvent dès à présent pouvoir interagir avec nous. On sait que dans le sport, Teddy, qu'on apprend le respect des règles. Tu nous l'as très, très bien dit. Le respect aussi des autres. Tu as parlé des camarades de chambrée, mais aussi les adversaires. Depuis quelques années, on sent que c'est un vrai vecteur d'éducation aussi du sport amateur avec les jeunes. Est-ce que tu ne trouves pas que dans ce contexte actuel qu'on vit, on risque de perdre un peu ce respect des règles? Parce qu'on est en distance et parce qu'on n'a plus les habitudes toutes les semaines de se retrouver dans un club et de le vivre. Non, je pense que c'est pas une question de respect ou autre, hein. C'est juste une question qu'à force de ne plus se voir, on oublie certaines choses. Après, c'est juste une réadaptation qu'il y aura. Ça sera de remettre les choses, on va dire, à l'ordre du jour, c'est tout. Mais je pense sincèrement que avec cette pandémie, les gens, les personnes, ou bien tous ceux qui ont été confinés, bah, le retour à la vie normale, j'ai envie de dire, va être un petit peu compliqué au début, puisqu'on a perdu cet échange qu'on avait au quotidien, de se voir, de passer du temps ensemble, d'aller chez la famille.
Mais en même temps, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, on va y avoir une petite, on va dire une rééducation comme quand on revient de blessure. C'est la même chose et c'est souvent la crainte qu'on a aussi la blessure lorsqu'on est dans une telle carrière. Mais la blessure, elle fait partie du quotidien, que ce soit pour la personne lambda en association comme pour un sportif de haut niveau comme toi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. La blessure, ça fait partie du haut niveau. C'est malheureux à dire, hein, mais quand tu fais du haut niveau, la blessure va avec. Et moi, j'ai connu des blessures. Il y a les petites et les grosses blessures. Et notre rôle, enfin notre but à nous, lorsqu'on vient, c'est de refaire voilà, de refaire les choses correctement. Ça passe par de la rééducation. Parfois, ça va de parfois 2, 3 semaines à 6, 7, 8 mois de rééducation pour les plus difficiles. Et voilà, ça fait partie de l'entraînement. Il faut faire les choses comme pour l'entraînement sur le tapis. Et ben voilà, c'est la rééducation, c'est revenir à son meilleur niveau, étape après étape. Et lorsqu'on a le feu vert du staff médical, c'est envoyer les bouchées doubles. On a ici avec le Crédit Agricole, je te mets un peu dans les confidences, mais ici notamment en Bretagne, il y a énormément de sportifs et ils aiment aussi concilier, tu vois, le sport et leur activité au sein du Crédit Agricole. D'après toi, qu'est-ce que ça peut être comme bienfait effectivement de faire du sport au quotidien, le midi, le soir quelles sont les valeurs pour toi des bienfaits de pratiquer le sport? Ah bah, moi je vois on essaye de concilier les deux, travail et sport. Je pense, on est déjà plus épanoui, on a déjà plus les idées au clair lorsqu'on fait du sport. Donc c'est plus le bien-être. Ensuite, c'est aussi la santé. Bouger, manger équilibré, vous savez le slogan, bah, c'est ça. Quand on se bouge, lorsqu'on fait du sport, le corps va mieux. Euh, c'est un tout. Je ne vais pas vous dire les parties du corps, mais c'est un tout. Vous êtes plus aéré dans la tête, la respiration, la cardio, le rythme cardiaque, tout va mieux. Les muscles sont plus irrigués. C'est vraiment un tout. Donc, moi, je dis pas à ceux qui n'aiment pas le sport, en fait, faites du sport, mais comme des fous, mais faites au moins, euh, allez, dans la semaine, fixez-vous 2 à 3 heures par semaine. C'est très bien. Ceux qui aiment le sport, 40 minutes par jour, c'est bien, au minimum. Donc, voilà, faites. Ceux qui n'ont jamais fait de sport, c'est d'abord commencer par 5 minutes. Ouais. Et tous les jours, on augmente 6, 7, 10, 20, pour finir un jour à 1 heure par jour, 1h30. Voilà. Et dans un contexte où tu parlais de blessure, là on a parlé de la blessure physique, mais j'ai quand même l'impression quand même que la blessure mentale peut être pire que la blessure physique. Et largement. Largement. Une blessure mentale, on met ça dans la dépression, on met ça dans le, le fait d'être dégoûté de son sport, plus envie de se relever. Et ça, ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps. Parfois, j'ai connu, moi, des athlètes qui ont mis peut-être 2 ans à revenir. Donc, ouais, une dépression ou même une fracture mentale, c'est très, très, très compliqué. Parce que le mental, c'est ce qui dirige tout. Si le mental n'est pas là, vous ne lèverez plus une patte pour aller à l'entraînement ou en compétition. C'est très, très, très difficile. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans le sport de haut niveau par un psychologue ou un préparateur mental. Ouais. Mais tu as eu cette préparation, alors on t'a parlé, tu as mis en valeur de tes entraîneurs très jeunes déjà, mais est-ce que tu as eu cette préparation mentale ou elle a pu s'acquérir au fil des titres que tu gagnais et au fil de l'encadrement que tu avais? Non, moi, très tôt, j'ai été voir un psychologue pour justement être bon dans ça, dans le mental. À l'âge de 14 ans, lorsque je suis rentré à l'INSEP, c'était en 2004. 2004-2005, j'ai été voir Myriam Salmi, psychologue à l'INSEP. Aujourd'hui, elle a son cabinet parce qu'elle a préféré se retirer de l'INSEP parce qu'elle avait d'athlètes, trop de patients. Et du coup, bah, moi, depuis mes 14 ans, je travaille avec elle. Et j'ai pas changé mon fusil d'épaule. Ah donc, tu es toujours avec elle depuis jusqu'en 2021 là. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais te poser une question. Attention, on est en 2021. Ouais. On va imaginer qu'on est en 2031. Tu vois, on va faire un bond de 10 ans en avance. Je ne cherche pas. Je ne suis plus athlétique. Si c'est ça, je te le dis Ah non, tout de non, suite. je promets, je t'embête pas là-dessus. Mais j'aimerais qu'on écoute tous et toutes ton regard. Comment tu imagines
sport dans 10 ans, en 2031, et puis peut-être aussi le e-sport. Tu sais, on en entend un peu plus parler. Quel est ton regard à la fois sur le sport dans 10 ans et puis la montée justement du e-sport? 2031, waouh, Allez. on est 2 ans après les Jeux Olympiques de Los Angeles. Alors, le sport se porte très bien. Certains règlements ont changé en fonction des sports. On est encore dans une évolution, on est encore plus connecté dans les sports. Euh, le judo est passé sport numéro 1 mondial. Qu'est-ce que... Oui, le e-sport fait partie. Je crois que le e-sport est dans tous les sports. Donc du coup, ben, à chaque championnat du monde, championnat d'Europe dans les sports, différents sports, à chaque fois, c'est championnat d'Europe e-sport et championnat d'Europe pratique. Championnat du monde e-sport et championnat du monde, c'est le même événement. Voilà. Je pense que tôt ou tard, on va être amené à fusionner ensemble. Ouais. Ah oui, pour toi, c'est même, on n'attendra pas 10 ans. Non, c'est déjà dans les discussions. Donc ouais, tôt ou tard, on va y arriver. Après, Préparation mentale, hein, en même temps. j'attends juste le sport, le jeu vidéo judo, quoi. C'est tout. C'est peut-être un nouveau projet professionnel que tu pourrais lancer, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr, tout à fait. Alors d'ailleurs, quand on parle de valeur d'exemple, on sait, alors je t'ai emmené 10 ans après, ta carrière, elle est magnifique et elle va peut-être encore continuer, comme tu as pu nous le dire déjà. Comment tu imagines effectivement la transmission auprès des jeunes judokas ou même d'autres sportifs qui veulent te rencontrer 10 ans après en disant comment vous avez fait pour être un si grand champion? Ouf. Ouf, On n'y est pas encore, puisque je suis toujours dans l'actuel, hein. Je suis encore dans ma ouais. carrière, je suis encore dans la préparation pour les Jeux Olympiques. Mais je pense que enfin, voilà, pendant toute ma carrière, j'ai plus ou moins temporisé les conférences, mais je crois que je serai amené à en faire pour justement répondre à pas mal de ces questions. Mais déjà, je crois que comment j'ai fait, ben, c'est simple, j'ai eu, j'ai eu confiance en moi, j'ai eu confiance au staff qui m'entourait, et j'ai su m'entourer justement d'un bon staff. Derrière, c'est lorsqu'on a un objectif, c'est ne pas le lâcher. Peu importe le sport, peu importe notre niveau de vie, peu importe ce qu'on fait, parce que c'est pas que dans le sport, dans la vie de tous les jours, le monde en société, c'est ça aussi. Lorsque vous avez une idée et que vous voulez l'emmener au sommet de tout ça, faut se dépasser, il faut se remettre en question, il faut trouver comment l'amener tout en haut. Voilà, donc je crois que la première des réponses, c'est croire en soi et ne rien lâcher. Je vais te citer 3 valeurs fondamentales. Ce sera ma dernière question et puis après, on enchaînera avec les questions-réponses de personnes qui suivent cette web rencontre organisée par le Crédit Agricole. Euh, une certaine philosophie. L'amitié, continue. Le respect, le deuxième. L'excellence, le troisième. Et 3 symboles. La devise, sa flamme, ses anneaux. Je parlais bien sûr des Jeux Olympiques, mais j'aimerais connaître aussi ton point de vue sur les Jeux paralympiques. Parce que, tu vois, on entend beaucoup parler de l'actualité, mais je trouve qu'on ne met pas encore assez suffisamment en valeur le paralympisme, et notamment en marge du paralympisme, comment on pourrait développer effectivement ces athlètes ayant un handicap soit mental ou physique pour aller jusqu'au plus haut niveau et essayer de transmettre des bonnes valeurs comme tu le fais déjà sur les Jeux Olympiques, entre autres, ou sur les différents championnats où tu es présent. Alors, moi, je trouve déjà qu'il y a eu vraiment, au fur et à mesure des Jeux Olympiques, parce que je l'ai vécu, à chaque fois une avancée par rapport aux Paralympiques. C'est sûr, ça met toujours trop de temps, mais moi qui ai été coprésident de la commission des athlètes Paris 2024 dans la candidature, on a vraiment mis l'axe pour que les Jeux Olympiques soient vraiment accessibles à tout le monde, que tout le monde puisse venir, que tout le monde ait son moment, que tout le monde ne se pose pas la question comment je vais faire pour pouvoir me déplacer, comment je vais faire pour aller à cette compétition. Voilà, aujourd'hui, même lorsque je regarde, on va dire, dans le monde du commerce, lorsque vous voulez faire un bâtiment, lorsque vous voulez modifier des choses dans un bâtiment, les normes sont obligatoires. Donc, vraiment, il y a une avancée. Mais je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et avec
le Covid qui est arrivé, ça a ralenti certaines choses, mais je crois que tout est en marche pour continuer à améliorer les choses tous les jours. Est-ce on peut faire un parallèle aussi sur la médiatisation maintenant un peu plus importante du sport féminin aussi? Quel est ton point de vue, ton regard aussi sur le fait de contribuer et d'aider, parce qu'on t'a entendu aussi à plusieurs reprises aider justement à la mise en valeur du sport féminin? Je crois que le sport féminin, euh, on en parle vraiment dans le milieu professionnel, puisque nous, dans le milieu amateur, on est sur la même ligne, hein. Que une fille gagne les championnats du monde ou qu'un garçon gagne les championnats du monde, c'est le même tarif. Qu'elle gagne un tournoi ou qu'un garçon gagne le tournoi, c'est la même prime. Donc, nous, on est vraiment dans cette égalité. Maintenant, je crois qu'on parle d'égalité plus dans le monde professionnel, parce que lorsqu'on regarde les salaires des footballeuses et celles des footballeurs, effectivement, c'est pas les mêmes. Après, à ça, je crois qu'il faut prendre en compte certaines choses dans le milieu professionnel. C'est que on paye un footballeur par rapport aux droits télé, par rapport à tout ce que le public ou bien les produits dérivés rapportent. Effectivement, le sport féminin rapporte moins parce qu'il est moins visible à la télé, donc moins de téléspectateurs, donc moins de produits dérivés à côté. Mais déjà, je trouve par rapport au foot, qu'on voit beaucoup plus les footballeuses qu'avant. D'ailleurs, je prends énormément de plaisir à les regarder jouer, puisque je me pose toujours cette question, est-ce que si je ramène mon équipe d'amateurs de foot, est-ce qu'ils gagneront? Je pense qu'ils gagneront parce que vu le niveau, je ne me, je ne me frotterai pas. Derrière, c'est vrai que on voit un peu moins certains sports comme le basket féminin, comme le handball féminin. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais il ne faut pas prendre que l'aspect égalité des sexes, mais l'aspect des chiffres. C'est ce qui fait que demain, il y aura plus de revenus pour les femmes. Et imagine que Isis, bon, elle est née en octobre 2018, on a un peu de marge, est sa première sélection en équipe de France de foot féminin. Le papa, il doit être aux anges, non? Ouais, je serai aux anges parce que ça m'éclate de la réussite de mes enfants avant tout. Qu'elle soit en équipe de France ou qu'elle ne fasse rien, je serai derrière elle pour l'accompagner dans chaque projet qu'elle fera. Mais c'est vrai que si mes enfants font du sport, je serai ravi, puisque je connais très bien ce milieu. Mais demain, s'ils font pas de sport et qu'ils s'épanouissent autrement, je serai aussi content. C'est le papa épanoui, une famille épanouie. Et souvent, comme tu disais, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Et tu viens de bien nous l'expliquer. Le développement du sport, ses valeurs, ses bienfaits, c'est à vous maintenant. Teddy, on va passer maintenant au cap où moi je suis présent, mais je serai plus vraiment en intervention. Et on a une petite question qui vient d'arriver de Ronan Thibou, qui a dit quel a été son moment le plus dur de ça? Quel a été ton moment le plus dur de ta carrière et comment tu as su le gérer? Bon, le moment le plus dur de ma carrière, ça a été en 2010. Un des moments, je dirais. Quand j'ai perdu aux toutes catégories au Japon, sur décision arbitrale et où je savais que je devais gagner et qu'on me dit non, machin, non, non, et qu'après on me dit oui, en fait, tu avais gagné, mais comme il était au Japon, on a laissé. Ça, c'est un moment dur. Et derrière, je crois que c'est ce qui a conditionné ma carrière. Les 10 ans d'après, ça a été une tornade parce que je ne voulais plus que des choses m'échappent. Donc j'ai réinventé mon judo, je me suis remis au boulot, j'ai pas lâché, à chaque fois je voulais être toujours un temps en avance sur mes adversaires. Donc je crois que ça a été un mal pour un bien, même si ça a été très douloureux. Mais ouais, ça a été un moment particulier dans ma carrière. Ouais. Alors, on va faire une petite connexion live et je vais t'expliquer. On a prévu aussi, avec des personnes qui sont prêtes à poser des questions, on va activer le micro. Donc, on va plus m'entendre, ou je serai en backup. Et on va activer notamment le micro de Corentin. Corentin et Auriel, ce sont des Quimpérois, on est dans le Finistère, et vont se charger de te poser la question en direct. Est-ce que vous êtes là, Corentin? On a le temps de voir si la connexion se fait.
Corentin, normalement, vous pouvez vous exprimer. Alors, à moins que Corentin ait un problème de micro, malheureusement. Écoute, je viens de recevoir sur mon profil sa question. On va peut-être attendre encore quelques instants. Est-ce que Corentin, vous nous entendez ou pas? C'est bon? Vous pouvez, hein, vous avez le droit à l'activation de votre micro. Allez, je pose la question à Teddy. Corentin souhaitait te poser quel a été ton plus grand bonheur sportif, Teddy? Moi, je crois qu'un de mes plus grands bonheurs sportifs, ça a été mon premier titre mondial en 2007 et puis mon premier titre olympique en 2012. Ouais. C'est vraiment ces deux titres qui, c'est ton plus grand bonheur sportif. C'est même pas encore durant ta carrière, parce que même ta carrière junior, elle est top dès le départ. Est-ce que c'est pas le Oui, premier titre où tu soulèves un trophée? oui, parce que oui, forcément, c'est une fierté, mais quand on est à l'INSEP et quand on est aux côtés d'autres champions et qu'on voit ce mur où il y a tous les champions du monde et champions olympiques, on ne voit pas champion d'Europe junior, champion du monde junior. On pense qu'à une seule chose, c'est un jour pouvoir l'être. Bien sûr, j'ai toujours été fier d'être champion d'Europe junior et champion du monde junior. Mais quand on est champion du monde senior en étant junior, c'est exceptionnel. Quand à 18 ans à peine, vous décrochez ce titre, alors qu'on vous dit c'est en général c'est vers 27 ans, 30 ans, ça, voilà, c'est un souvenir inoubliable. Ouais, je comprends mieux maintenant ton point de vue sur la question. Alors, je ne sais pas, on va réenchaîner avec une autre question. Alors, on va essayer de donner la main Clément Priol. Alors, je vais demander à Nicolas de lui donner la possibilité de poser la question. Clément, est-ce que vous nous entendez? Pour l'instant, je n'ai pas de retour. Alors, je suis désolé, mais Clément, excusez-moi, je le cherche dans la liste des participants pour effectivement Merci tenter beaucoup, de lui ouvrir Nicolas. le micro. Et malheureusement, je ne le vois pas. OK. Clément. Alors, j'ai la question de Clément qui s'affiche sur ma section. Teddy, la question de Clément Priol. Bonjour. À quoi peut être liée une blessure psychologique? À quoi? Alors, une blessure psychologique, ça peut être lié à pas mal de choses. Vous savez, on est des êtres humains avant tout, les sportifs, donc c'est peut-être dans le cocon familial, quelque chose extérieur à la vie sportive, comme ça peut être une défaite, une blessure, un décalage des Jeux Olympiques à cause d'une pandémie. Donc ouais, c'est pas mal de choses qui font qu'on peut avoir ce type de problème. Mais si on est bien entouré, si on a les bons psychologues, ça se règle. Ça se règle, ouais. Mais comme tu disais, c'est une blessure qui peut être 15 jours, 3 semaines, comme ça peut être 1 an, 2 ans aussi. Ça peut être très compliqué. Bien sûr, ça peut être très compliqué si déjà on ne sait pas qu'on est en dépression, si on ne sait pas qu'on a un problème mental, oui. Mais en général, on est bien entouré, normalement. Allez, j'espère que… Ah oui, oui, tu voulais rajouter? J'allais tacler un petit peu les sports, mais c'est pas grave. Non, mais vas-y, je te laisse, je te laisse. En général, on est très bien entouré dans le monde professionnel. Le monde amateur, on a encore ce problème à se dire. En fait, on a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de gens qui pensent que la psychologie n'est pas importante, sauf que c'est elle qui détermine et qui fait tout le reste du travail. Si la psychologie va, tout va. Si la psychologie ne va pas, là, c'est un peu plus difficile. J'ai connu, moi, des entraîneurs dans certains sports qui pensaient qu'ils pouvaient faire préparateur physique, entraîner et ensuite aussi faire le coach mental. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir pas mal de personnes qui savent faire bien quelque chose dans leur métier. Avoir un préparateur physique pour le physique, avoir un préparateur mental ou un psychologue pour le mental et avoir un entraîneur spécifique à son sport pour son sport. Pour moi, c'est ça les critères qui font qu'on est bien entouré et qu'on a un bon staff. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut que tu t'entoures d'une personne ayant une spécificité et pas une personne ayant des généralités. C'est ça? Ouais, exactement. On peut pas être préparateur physique, préparateur mental, et il faut forcément dissocier les deux, entre autres. Non, faut pas. Voilà, c'est ça. Je sais pas quand toi dans ton boulot, tu sais ce que tu dois faire.
Demain, tu vas pas me dire, je sais tout faire, c'est pas possible. On est bon dans ce qu'on sait faire. Tu ne peux pas demain t'inventer judoka ou entraîneur de judo. C'est Je exactement suis comme content, je suis pas dans ta catégorie. ouais, c'est ça que j'essaie de te dire. Moi, je suis un combattant. Demain, tu me demandes d'être, je sais pas, un entraîneur de judo. Non, je vais te dire, attends, je vais d'abord travailler mes gammes, savoir qu'est-ce que c'est exactement un entraîneur de judo, même si j'ai côtoyé mon entraîneur pendant des années. Je te perfectionne dans quelque chose avant de pouvoir dire je sais faire. Même si aujourd'hui je sais ce que c'est la préparation mentale, je ne vais pas te dire demain je suis psychologue. Hmm. Chaque Et chose et chaque personne doit rester à sa place. mais tu as l'image, regarde, tu parlais d'une reconversion ou autre, mais regarde Zinedine Zidane, le talent, le palmarès et le fait d'être entraîneur. Sauf qu'avant de devenir entraîneur, il a été étudié, il a été se perfectionner. Voilà, exactement. Eh oui, C'est bien, on va faire un petit clin d'œil à Media School avec, le School of Sport, c'est pas mal, c'est parfait. exactement. Alors, alors, on va essayer de donner la main. Je viens de voir sur ma section. Est-ce que Sylvie Palis nous entend, Sylvie? Est-ce que Sylvie nous entend? Sylvie, vous pouvez nous parler. Bon, a priori, j'ai activé son micro, mais Alors, j'ai la question de Sylvie qui s'affiche. Bonjour Teddy. Comment maintenir la motivation toujours au top? Question de Sylvie. Bonne question. Comment je crois que lorsqu'on a un objectif, c'est pas très difficile de la garder toujours au top. Que ce soit à court, moyen, long terme. C'est d'avoir les bons coachs, les bonnes personnes autour de vous pour vous entraîner, pour vous emmener à cet objectif. Derrière, c'est vrai que lorsqu'on vous demande un travail répété, tous les jours, c'est compliqué. Mais après, ça dépend des morphotypes de chacun. Moi, je suis quelqu'un, il faut m'apporter du changement. C'est un travail intense. C'est un travail répété, chaque jour, coordonné. Il y en a, ça va être tous les jours, il faut que ce soit la même chose. Ça dépend des profils de chacun. Mais je crois que la meilleure des réponses, c'est d'avoir un objectif. Sans objectif, c'est très compliqué de rester motivé, hein, ça je vous le dis. Avec un objectif, c'est autre chose. Oui, et c'est justement ça, mais c'est valable. Alors, on parle de l'école sport de la vie, ou sport de la vie, c'est l'école. On peut vraiment manipuler les mots comme on souhaite, mais quel que soit ce qu'on peut manipuler, l'idée, c'est quand même d'apprendre, d'acquérir et de se forger aussi sa propre personnalité. Ah mais bien sûr, tout à fait. Je crois que tu as tout dit. Je te dis pas, non, Je te fais ton résumé. Alors, on va essayer d'avoir pour la dernière question, on va essayer d'avoir Franck Martin qui souhaite poser une question. Est-ce que Franck, alors normalement tous ceux qu'on a cités, ils sont présents. Après, on n'arrive pas à les avoir obligatoirement au son. Franck Martin est-il présent? Alors, je vais demander à Nicolas de… Ah, super. Bonjour Franck, vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, je vais vous inviter à poser votre question à Teddy. Eh ben, j'avais juste une question pour Monsieur Rimmer. Ouais. Je voulais savoir qu'est-ce qui a le plus changé, quelle est la plus grosse évolution depuis votre titre de champion du monde à Bangkok. Et ce jour-là, je me permets juste de dire que je t'ai croisé à l'embarquement du retour. Et je voulais savoir vraiment ce qui a changé entre ce premier titre de champion du monde et la carrière que tu as eue derrière. Ah, je crois qu'elle a conditionné le fait que là, que je voulais plus perdre après. C'est surtout ça, c'est qu'après, derrière, quand on a goûté à ça, voilà, j'avais envie de retrouver ça, j'avais envie de regagner ça, j'avais envie de continuer sur cette lignée. Donc en fait, déjà, vous avez un déclic lors de la première, mais après, vous avez un deuxième déclic parce que vous voulez regoûter à ça. On s'en lasse pas. Ah non, ah non, 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 pas s'en lasser. La seule chose qui se lasse, c'est le corps. C'est tout. C'est lui qui te fait un petit rappel en disant hop, 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 c'est un peu trop là maintenant. Hop, 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 je suis claqué, laisse-moi tranquille. Allez, est-ce que tu nous autorises à faire encore deux, trois petites questions? C'est possible? Moi? Oui?
Oui, vas-y. Allez, on va essayer d'avoir Julien, Julien Le Saint. Est-ce que Julien, alors je vais pouvoir me permettre de le tutoyer parce que tu as parlé de football au début de la web rencontre et Julien, il représente notamment la Ligue de Bretagne de football. Et ça va, Julien, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Parfait. Super, ravi de t'avoir. Il y a encore pas si longtemps, on était Sud Football au Coupe de France et là on se retrouve avec Teddy. Je vais te laisser poser la question. Ouais, bah, ravi également déjà que je puisse prendre la parole et merci à Teddy de nous accorder ce moment d'échange. Moi, j'avais une question, c'était concernant en fait les réseaux sociaux. On s'aperçoit que certains sportifs les quittent pour plusieurs raisons, notamment les critiques. Comment vous gérez ça et est-ce que ça peut impacter des fois sur votre quotidien, sur vos performances ou pas du tout, c'est quelque chose que vous oubliez? Mais alors, pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est que les mecs, là, les mecs ou la communauté des gens qui laissent des commentaires méchants, désobligeants, racistes, je vous lis pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. J'en ai rien à faire. Par contre, là où il y a un gros travail, et je vais passer ce message, c'est que les gens qui ont créé ces réseaux sociaux, ils devraient faire attention à mettre des chartes qui fait que lorsque des choses passent, il faut sanctionner. C'est pas normal ce soit une passoire comme ça. C'est trop facile de lyncher les gens à distance. Donc, Et d'ailleurs, tu sais il y avait des modérateurs fut un temps avant. ouais, mais sauf que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme c'est devenu tel un moyen de communication tellement important qu'on laisse faire. C'est pas normal. Et je crois que tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux doivent se mobiliser un peu plus. Parce que un jour c'est moi, un jour c'est vous. Et quand ça vous arrive, vous auriez été content que quelqu'un puisse répondre à ces demandes et à ces doléances. Tout à fait. Alors, on va essayer d'avoir Maximilien. Il a un nom de famille, ou d'ailleurs j'aime bien, Maximilien Sauvignon. Est-ce que Maximilien, vous nous entendez? Allô, Maximilien? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Ça va? Vous êtes oui, en direct ça va, avec nous. super. Bah, merci. On va vous inviter à poser la question à Teddy. Oui, j'avais juste une question pour Teddy Riner. Déjà, bonjour, hein, merci pour cette participation, c'est top de vous avoir. Juste une question, c'était pour savoir si vous aviez un lien avec la Bretagne en particulier, si vous connaissiez la région ou si vous aviez des attaches. J'ai deux, j'ai deux, j'ai deux, trois liens. Le premier lien, c'est que j'aime les crêpes. Ça, c'est pas négligeable. Le deuxième lien, c'est que j'ai une école qui s'appelle Rennes School of Sport, qui est une école qui regroupe les métiers du sport, le management sportif, événementiel sportif, logistique sportive. Donc du coup, oui, j'ai un deuxième lien. Et le troisième lien, c'est que je connais un petit peu bien la région, puisque pendant des années, je suis venu à Dinard en stage. Donc je connais et j'aime beaucoup cette région. Ben, ça tombe bien, on fera un petit clin d'œil avec Christophe Lechat, Erwan Guillet et puis tous les étudiants hein, de la promo de Rennes School of Sports à Rennes. Alors, question A, tiens, on va essayer je vais pouvoir le tutoyer parce que je le connais aussi. On va essayer d'avoir Stéphane Tilly. Stéphane, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Alors, Stéphane. Stéphane, est-ce que tu es là? Une fois. Une fois, deux Alors, fois. je suis désolé, je ne trouve pas de Stéphane. Tilly. Alors, j'ai Si, sur mon. le voilà, ok. C'est bon, tu l'as? Stéphane, tu nous Oui, c'est entends? bon, je vous entends. Vous Salut. m'entendez? Ouais, super. Salut Salut, Stéphane, Thierry. ça va? Ouais, ça va très bien. Ouais. Très bien. Eh ben Merci. écoute, je te laisse poser la question à Teddy. C'est parti. Ouais. Bonjour, salut, Thierry. Ouais, ouais. Bon, merci d'être présent parmi nous et c'est vraiment un moment. Ouais, vous m'entendez? C'est très bien. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, on Ouais, t'entend. bonjour Teddy. Donc, d'abord, félicitations pour ce très beau palmarès. On a pu vibrer à plusieurs reprises devant les écrans et c'est toujours des bons moments. Je voulais savoir, moi, si tu n'avais pas été judoka, vers quel domaine professionnel tu te serais tourné? Parce qu'on a des postes à pourvoir dans les Côtes d'Armor. Donc, si tu es preneur après ta carrière. On est d'accord. Quand tu parles hormis le judo, on dit hormis le sport ou Hormis le sport, ouais.
Parmi le sport, je crois que j'aurais été dans les affaires. J'aime bien le milieu de l'entrepreneuriat, créer, pouvoir faire quelque chose, créer sa start-up. J'aime beaucoup. Ouais. Clairement, je serais dans le commerce. Ceci dit, parallèlement, tu as aussi fait des études. C'est ce que tu disais, en fait, le parallèle avec Zinedine Zidane, c'est que tu as aussi pu suivre quelques écoles quand même, hein. Ouais, j'ai eu la chance d'être à Sciences Po 2-3 ans. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un peu de management. Et puis après, je me suis perfectionné un petit peu plus dans l'anglais. Mais ouais, franchement, je suis très content. Alors, on va essayer pour l'une des dernières questions d'avoir Samuel Salver ou Nolan Mahé. Peut-être que Nolan est là. Nolan Mahé, est-ce que vous êtes avec nous? C'est le frère de Christophe Maé? Non, je plaisante. Je ne sais pas. Tu veux que je lui pose la question en premier? Non, je pense il est tout le temps, on doit lui demander. Écoute, en attendant que Nolan arrive, je vais te poser une question off. Tes styles musicaux, est-ce que tu aimes bien écouter la zik quand tu arrives avant d'une compétition? Obligatoire. La musique, c'est comme une carapace. Ça me permet d'être bien, ça me permet de me mettre dedans. Et je suis quelqu'un d'éclectique, en fait. J'écoute vraiment de tout. Donc, ouais. J'allais te citer des musiques, mais en fait, j'écoute vraiment de tout. Mais j'arriverai à avoir un morceau, t'inquiète, hein, je vais travailler au corps et je vais trouver les morceaux. Alors, est-ce que Nolan est avec nous? Alors, en théorie, oui, Oui, merci Nicolas. mais peut-être fait-il son timide. Nolan? Non, il veut pas. Alors, j'ai Nicolas, je vais prendre la main sur la question de Nolan. Teddy, il voulait te poser cette question. Comment arrives-tu à perdre autant de poids en pas beaucoup de temps quand tu reviens de blessure? Bah, c'est simple. J'ai à mes côtés deux personnes qui sont Julien Corveau et Brieux Gobet. C'est des spécialistes de la haute performance et du coup, bah, aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent de ma préparation physique et aussi de ma nutrition. Du coup, bah, en fait, c'est drastique. Ils ont commencé à me faire des repas pesés. Je peux vous dire que même si on veut pas, on perd vite. Donc, il n'y a pas le choix. Et puis par rapport à tous les entraînements qui m'ont mis, ça va de pair en fait. Et c'est automatique en fait. En très peu de mois, j'ai perdu pas mal de poids, mais pas, on va dire, pas mal fait, bien fait, qui ne vous mettent pas dans des états de fatigue ou d'énervement, mais qui vous mettent dans un état de bien-être et de performance. Teddy, on arrive à la fin de cette web rencontre. Que te dire, on est vraiment, vraiment heureux avec le Crédit Agricole Bretagne de t'avoir accueilli pour cette web rencontre. On aurait 30 millions de questions à te poser, mais on attendra peut-être dans 1 an, 2 ans. On sait qu'aujourd'hui, on va faire un petit clin d'œil à Irène, à César aussi, qui ont contribué à cette web rencontre avec Sophie. Et on va retrouver Émilie, Axel, Sophie, Amélie, parce qu'il y en a plusieurs au Crédit Agricole, avec un petit clin d'œil aussi à Claire, qui est en stage. Et bien sûr, avec Jean-Yves Carrier, qui était présent sur cette web rencontre. J'ai que 2 mains, je croise 2 doigts, mais je peux en faire 30 millions partout. On sera tes premiers supporters et fais-nous vibrer comme tu as pu le faire à Marrakech, à Budapest, à Astana, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ben, c'est super, ben, merci Crédit Agricole, merci à tous ceux qui se sont connectés. Je fais un big up à mes élèves à Rennes School of Sport, pas Paris School of Sport, à Rennes School of Sport. Portez-vous bien en espérant que ça se passe bien et voilà. Prenez tous bien soin de vous et je compte sur vous pour donner de la voix le 30 juillet. Salut à tous. Il n'y a pas de souci. Et promis, si les étudiants ils l'ont pas entendu, je vais leur dire demain matin. T'inquiète C'est pas. gentil. Merci. Salut. Allez, nous, on va dire au revoir à Teddy. Merci encore d'avoir pu vivre cette web rencontre. Le temps nous est court, mais on avait un immense champion. Vous avez pu le remarquer avec des valeurs extraordinaires. C'est un vrai bonheur de vous avoir accueilli. La prochaine fois, eh ben, écoutez, peut-être qu'on aura la chance de se retrouver en présentiel. Merci à vous tous. N'oubliez pas, vous aurez l'occasion de revoir en replay tout ce que vous avez peut-être pas vu, les minutes qui sont passées si intenses sur le sport, l'école de la vie. Merci et bonne fin d'après-midi.